de compliments. Pour exprimer un reproche sans générer de conflit, expliqua Serge, il faut l'entourer de 2 compliments. Jean-Claude, essayez avec Hervé. Jean-Claude foudroya Hervé du regard. Hervé, t'as une jolie cravate. T'es qu'un sale con de syndicaliste qui bloque le pays. Et j'aime bien tes chaussures. Ce n'est pas tout à fait ça, mais l'intention y est, dit Serge, imperturbable. La séance atteignit son paroxysme avec les exercices physiques. Ils durent d'abord faire le nœud humain, un jeu où tout le monde se tenait par la main au centre de la pièce et devait se démêler, ce qui se transforma rapidement en une mêlée confuse de membres et d'accusations d'attouchement involontaire. Puis vint le dessin à l'aveugle, où les participants, dos à dos, devaient décrire une image à leur partenaire qui devait la dessiner. Jean-Claude décrivit une voiture de sport à Maeva, qui dessina quelque chose ressemblant à une pomme de terre avec des roues. Pour couronner le tout, Serge annonça un pique-nique de partage en pleine salle de réunion. Il sortit un panier en osier contenant des sandwichs qu'il avait préparés lui-même. On dirait qu'ils sont fourrés au goudron, commenta Jean-Claude en reniflant un avec dégoût. Ce fut la goutte d'eau. L'humiliation, la faim et l'absurdité de la situation firent exploser Jean-Claude. Putain, mais allez tous vous faire foutre, bande de psychopathes, hurla-t-il en balançant son sandwich contre le mur. J'aille une contrainte à Sauver, passe du Thames à perdre avec tes conneries de hippie. Le barrage avait cédé. Hervé se leva et tenta d'organiser un vote pour la création d'un comité contre le harcèlement managérial par le coaching. Maeva fondit en larmes. Serge, son sourire béat finalement effacé, recula, terrifié. Il attrapa son panier en osier et s'enfuit de la salle, poursuivi par les insultes de Jean-Claude et les slogans d'Hervé. La thérapie de choc avait fonctionné, mais pas comme prévu. Chapitre 11. Adultère et capote manquante. La débâcle du séminaire avait laissé l'ambiance électrique. Les nerfs étaient à vif, et les secrets personnels, comme l'eau sous pression, cherchaient une fissure pour jaillir. Pour Hervé, cette fissure s'était ouverte le matin même, dans sa propre chambre à coucher. Le récit nous transporte en flashback à la soirée d'anniversaire de l'entreprise, la veille. Une fête morose dans un restaurant de banlieue, avec un buffet tiède et un DJ qui passait en boucle les tubes de l'été 2002. C'est là, entre une coupe de champagne bas de gamme et une verrine de mousse d'avocat, que le drame s'était noué. Fred, la femme d'Hervé, une femme pétillante et pleine de vie qui s'ennuyait ferme dans son rôle de femme de syndicaliste, avait passé une bonne partie de la soirée à rire aux blagues lourdes de Jean-Claude. Retour au présent. Le matin, Hervé, en cherchant de l'argent dans son portefeuille, avait fait une découverte glaçante. Il manquait un préservatif. Un seul. Il se souvenait parfaitement en avoir mis 3, au cas où. Puis, il avait remarqué que Fred, en rentrant tard dans la nuit, ne portait plus la petite culotte en dentelle qu'elle avait en partant. Son esprit, habitué à déceler les complots et les manœuvres occultes, se mit à assembler les pièces du puzzle avec une logique froide et implacable. Pendant ce temps, près de la machine à café, une conversation paniquée avait lieu à voix basse entre les 2 coupables. « On n'en parle plus jamais », sifflait Jean-Claude. « C'est jamais arrivé. D'accord? Jamais. Jamais, » répétait Fred, le visage blême. « Oh mon Dieu, Jean-Claude, ma culotte. Je crois que je l'ai oubliée dans ta voiture. » Sur le siège passager, l'horreur se peignit sur le visage de Jean-Claude. Sa femme, Véro, devait prendre la voiture pour emmener les enfants au judo. Un string en dentelle sur le siège passager était plus difficile à expliquer qu'un trou dans la couche d'ozone. Leur plan pour se couvrir fut un monument d'improvisation désastreuse. Ils décidèrent d'impliquer Philippe, l'informaticien, qui passait par là au mauvais moment. Plus tard dans la journée, Hervé, le visage fermé, confronta sa femme. Fred, suivant le scénario répété avec Jean-Claude, lui sortit une explication abracadabrante. « Ah, ça !» dit-elle en riant d'un air forcé. « C'est une histoire de fou. Hier soir, le pauvre Philippe était en galère, il avait un rencard après la soirée, et il n'avait pas de... Tu sais. Alors je lui ai donné celui qui était dans ton portefeuille. C'est pour ça qu'il en manquait un. » Hervé la fixa, impassible. « Et ta culotte? »« Ah, ça !» continua Fred, son rire devenant un peu hystérique. « C'est Jean-Claude, il a raconté une blague tellement drôle que j'ai fait un peu pipi dans ma culotte. De rire? Alors je l'ai enlevé et je l'ai jeté. C'était trop la honte. » Hervé resta silencieux un long moment, son regard passant de sa femme à Jean-Claude, qui se tenait un peu plus loin en essayant de se fondre dans le décor. L'explication était si grotesque, si invraisemblable,
qu'elle en devenait presque plausible. Presque. Un doute subsistait, une graine de suspicion qui venait d'être plantée en plein cœur de ses certitudes. Chapitre 12. Starsky et Hutch à la française. La journée de Jean-Claude était un enchaînement de catastrophes, mais il restait concentré sur un objectif qui lui tenait particulièrement à cœur. Tester la loyauté de son entourage. Depuis des semaines, il s'était mis en tête de trouver son Hutch, son partenaire, son frère d'armes. Il avait jeté son dévolu sur Philippe, non pas pour ses qualités de courage ou d'intelligence, mais pour sa docilité. L'obsession de Jean-Claude pour le duo de flics des années 70 était devenue une blague récurrente, mais ce jour-là, il décida de passer de la théorie à la pratique. Son plan était aussi complexe que stupide. Il avait appris que Carol, la nouvelle secrétaire de chez Digix, leur concurrent direct, et selon les rumeurs, une bombe atomique devait passer dans l'immeuble. Le stratagème se mit en place près de l'ascenseur. Jean-Claude attendit que Carol entre dans la cabine. Puis il s'y engouffra juste avant la fermeture des portes. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence, bloquant l'ascenseur entre deux étages. Pendant ce temps, il avait envoyé Philippe en mission. Il devait faire croire à Hervé que Jean-Claude tournait autour de Carol afin de provoquer la jalousie entièrement fictive d'Hervé et de voir si Philippe, son Starsky, viendrait le défendre. La situation dégénéra rapidement en une farce théâtrale. Philippe, prenant son rôle très au sérieux, alla voir Hervé. « Hervé, il faut que je te parle. » C'est à propos de Jean-Claude et de la nouvelle de Digix. Hervé, dont l'esprit était encore embué par l'histoire de la culotte disparue, entendit Jean-Claude, et nouvelle femme, et vit rouge. Il ne s'agissait plus d'un test de loyauté, mais de la confirmation de ses pires soupçons. Il se précipita vers l'ascenseur, suivi par un Philippe paniqué qui ne comprenait plus rien. Ils entendirent des voix étouffées provenant de la cabine bloquée. C'était Jean-Claude, qui jouait la comédie pour Carole, feignant d'être un séducteur irrésistible. « Carole, laisse-le, je balance tout à ta femme !» hurla Hervé en tambourinant sur les portes métalliques. À l'intérieur, Jean-Claude et Carole sursautèrent. Philippe, croyant que son ami était en danger, se mit à crier à son tour. « T'inquiète pas, Starsky, j'arrive !» « Hutch est là !» Hervé se tourna vers Philippe abasourdi. « Starsky? Hutch? Mais qu'est-ce que vous me chantez? C'est un code, » improvisa Philippe, « pour dire qu'on va lui péter la gueule. » Rose. La scène était d'un ridicule achevé. Un syndicaliste cocu et furieux, un informaticien se prenant pour un flic de série télé et coincé dans une boîte en métal, un commercial en plein naufrage et une secrétaire qui se demandait dans quel asile de fous elle était tombée. Finalement, un technicien arriva et débloqua l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur Jean-Claude et Carole, debout à 2 mètres l'un de l'autre, l'air profondément gêné. Hervé foudroya Jean-Claude du regard, une promesse de meurtre dans les yeux, avant de tourner les talons. Jean-Claude se tourna vers Philippe. « Alors, mon Hutch, t'as vu? Il a eu peur, hein? » Philippe, réalisant l'ampleur du malentendu qu'il avait contribué à créer, ne sut que répondre. Le test de loyauté de Jean-Claude avait réussi à transformer une suspicion conjugale en une quasi-déclaration de guerre. 5e partie. Apothéose et retour à la normale. Après une journée passée à naviguer entre l'anarchie animale, la paranoïa technologique et le drame personnel, tous les fils de l'intrigue, tendus à l'extrême, étaient sur le point de converger et de se rompre en un seul événement cataclysmique. L'apothéose était proche. Chapitre 13. La présentation diabolique. 17 heures. La grande salle de conférence baignait dans une lumière tamisée. Jean-Guy Lecointre, le directeur, se tenait au pupitre, le visage grave. C'était le moment le plus important de l'année. La présentation des résultats trimestriels au président Jean-Yves et à une délégation de clients suisses venus spécialement pour l'occasion. Le réseau informatique, après des heures de blackout, venait d'être établi. Jean-Guy lança sa présentation PowerPoint. Ce fut une avalanche de clichés d'entreprise du début des années 2000. Des diapositives surchargées de texte, des graphiques en camembert aux couleurs criardes et surtout une utilisation abusive de clippers animés. Un petit bonhomme en 3D qui courait sur place, une flèche qui clignotait, des mains qui se serraient dans un gif saccadé. Le discours de Jean-Guy était à l'avenant, un chapelet de jargon managérial vide de sens. Point grâce à notre force de proposition et à un reporting optimisé, nous avons pu prendre le lead sur ce segment de marché hautement concurrentiel. Les clients suisses hochaient la tête poliment, l'air profondément ennuyés. Le président Jean-Yves somnolait doucement.
Jean-Guy arriva à la diapositive cruciale. Les projections de croissance